On va engager la deuxième séquence, deuxième et dernière séquence de cette matinée. Plus de 20 ans après l'arrivée de Ryanair et d'EasyJet, c'est au tour des compagnies low cost long courrier de faire une entrée fracassante dans le ciel mondial. À coup de tarifs ultra agressifs, elles viennent bousculer le marché. Elles seraient aujourd'hui environ une quinzaine dans le monde pour 1%, on va dire 1% du trafic mondial. L'idée vraiment de cette séquence, c'est de savoir si ce modèle low cost long courrier est viable. Est-ce qu'il a de l'avenir? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Marc Rochet, président du directoire d'Air Caraïbes et de French Blue. Sous vos applaudissements. Et il sera accompagné à cette table ronde de Pierre-Olivier Bandet, directeur général adjoint programme et flotte d'Air France. Alors Marc, avant de commencer sur notre thématique des low-cost long courriers, moi j'aimerais une réaction et votre sentiment sur ce que vous avez entendu, la surcharge GDS, NDC, tout ça. Évidemment, on a hâte de vous entendre sur ce sujet. Bonjour à tous. Je ne vais pas refaire la table ronde passionnante qui nous a précédés. Peut-être effectivement, suite à la question directe qui m'est posée, répondre à la position d'Air Caraïbes et de French Blue sur ce sujet. Je vais essayer de faire très simple, c'est complexe. Premièrement, on est dans un monde qui se digitalise de plus en plus avec l'enrichissement des contenus, l'accès à des clientèles et à des clients potentiels de plus en plus larges. Donc nous travaillons sur les NDC, nous regardons ce qui s'y passe, mais nous avons constaté, on est une compagnie de taille moyenne, que ces politiques NDC ne rencontraient pas encore aujourd'hui la maturité, la fiabilité nécessaire, et pour être franc, avec beaucoup de modestie et d'humilité, je ne suis pas du tout impressionné, par exemple, par les résultats de Lufthansa. Donc je pense qu'on n'est pas encore au bon moment. Ça viendra sans doute, mais on n'est pas encore au bon moment. Point 2. Ça ne marche pas, Marc. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, j'ai dit qu'on n'était pas encore au bon moment. Donc clairement, il y a sans doute un besoin de temps, besoin de technologie et besoin d'un peu plus de réflexion. Point 2. Nous vivons tous, et là je me mets avec vous, vous allez aimer ou pas aimer, mais dans un système qui est quand même ancien, qui est un peu, on va dire, dépassé, qui est celui de la relation entre les compagnies aériennes, les GDS et vous, agents de voyage. On n'est pas dans l'inceste, mais pas loin. Moi, je donne de l'argent, par exemple, à Amadeus, à mon ami Redas, que j'aime bien. Lui, il vous en donne une partie. Bon, tout ça, c'est quand même assez congelé. Et je pense qu'effectivement, ça ne résistera pas autant. Troisièmement, je ne peux pas cacher que les compagnies, je cite personne, mais bon, évidemment, vous voyez bien où mon regard se tourne, je ne peux pas cacher que les grandes entreprises, prenons Lufthansa la première, aient cherché à travers cette nouvelle façon de distribuer des réductions de coûts. Bon, alors moi je trouve que c'est un peu facile d'aller chercher les réductions de coûts chez les autres. Les réductions de coûts chez Air Caraïbes et chez French Blue, la politique que nous menons, la politique que je mène en accord avec mon actionnaire, c'est d'abord de chercher des réductions de coûts chez nous, avant de les faire payer par les autres. Oui, m'applaudissez pas, s'il vous plaît. Non, mais soyons clairs. Je vais donner un autre exemple. Et vous avez quand même le monde du transport aérien mondial, il est quand même toujours et encore dominé par le secteur d'activité aérien des États-Unis. Vous avez 3 grandes compagnies, je ne parle pas des autres, y compris des Southwest et autres, qui ont fait des efforts considérables de remise en cause, de réduction de coûts. Que je sache, elles ne sont pas encore sur le NDC et elles ne sont pas encore en train de taxer les gens qui achètent des billets par les agences de voyage à travers les GDS. Donc, si ça ne se passe pas là-bas, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Bon, donc notre politique, et on ne va pas refaire le débat, la politique d'Air Caraïbes et de French Blue, c'est nous n'appliquerons pas ces dispositifs, et en particulier des horizons qui sont aussi courts que ça. Nous travaillons dessus. Nous allons sans doute, au fur et à mesure de notre réflexion, reprendre cette espèce de cercle incestueux entre GDS, agences de voyage et nous, en disant finalement où va l'argent et comment il doit y aller. Probablement un horizon qui va demander encore des mois et des mois. Et donc, nous resterons sur le schéma actuel qui fait aussi, et je vous en remercie, la réussite d'Air Caraïbes et de French Blue.
Merci Marc, il est de bonne guerre évidemment que Pierre-Olivier réponde, il a envie de répondre, allez 20 secondes. Tout à fait. Mais on ne refait pas le débat, on ne moi, refait pas le Je ne vais débat. pas du tout parler de NDC puisque Zoran est beaucoup plus compétent que moi. Je voulais juste revenir sur un des commentaires de Marc. La réduction des coûts, c'est aussi une des priorités d'Air France et pas... je pense, Je n'ai pas cité le nom de ta non, compagnie. mais pour moi qui suis depuis longtemps à la compagnie, je peux vous dire qu'on est assez... fier et moi assez surpris d'avoir réussi ces derniers temps à avoir baissé, à réduire les coûts de 1,5% tous les ans sur les 3 dernières années, dans un contexte en plus de non-croissance. Et pas sur les coûts de distribution, mais également essentiellement sur les coûts internes. Bon, après, on partait sans doute beaucoup plus haut qu'un carré, mais je ne voudrais pas que vous que vous croyiez que on ne fait pas d'efforts de réduction de coûts ou que les seuls qu'on cherche ce soit auprès de l'extérieur. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la compagnie ces derniers temps. On arrête. On arrête. Merci. Alors, on va, pour introduire notre débat, on est allé voir Pascal de Isaguirre, PDG de Corsair. Voilà, on est allé le rencontrer, lui poser quelques questions. On va l'écouter. C'est une façon un peu d'introduire notre débat sur le low cost long courrier. La technique, on y va. C'est un modèle d'abord qui doit démontrer sa viabilité, mais je ne veux pas dire que je ne crois pas au low cost long courrier. Bon, je crois que le premier élément, c'est qu'on ne devient pas une compagnie low cost. Il faut naître une compagnie low cost, il faut partir de zéro. Deuxième élément pour réussir, je crois qu'il faut avoir une marque très forte. Il faut avoir également une taille critique très importante pour avoir les synergies suffisantes. Alors évidemment, c'est plus facile quand on s'appelle Norwegian, EasyJet ou Ryanair, qui d'ailleurs les deux dernières ne sont pas sur le long courrier. Moi, je crois que les compagnies dites legacy, les compagnies traditionnelles, sont pas dépourvues d'outils de riposte. Par exemple, du côté de Corsair, on vient d'adopter une structure de pricing qui s'appelle les branded fares et qui nous permet d'afficher des tarifs extrêmement bas, évidemment sans bagages, sans repas, etc., mais qui nous permet donc de nous inscrire au niveau de prix des compagnies low cost. Et puis moi, je crois que surtout, il y a deux éléments émergents dans le transport aérien qui peuvent peut-être pas révolutionner, mais qui vont avoir un impact très très important. C'est d'abord l'arrivée sur le marché d'avions nouveaux comme le 787, mais plus encore la 321 Neo, qui va permettre d'augmenter les fréquences et d'ouvrir tout un tas de nouvelles lignes, par exemple des lignes province-France, province-États-Unis ou grandes villes américaines. Et le deuxième élément, à l'instar de l'accord que Corsair a signé avec EasyJet, c'est que les compagnies low cost sont en train de développer moyen courrier, sont en train de développer la connectivité avec des compagnies long courrier, et ça va permettre de court-circuiter tous les grands hubs et toutes les compagnies organisées en hub, en offrant des correspondances moyen courrier, long courrier, sans avoir évidemment toutes les lourdeurs et les coûts de l'organisation en hub. Alors, Marc Rochet, Pierre-Olivier, on va évidemment revenir sur ce que dit Pascal de Isaguirre tout au long de ce débat. Marc Rochet, depuis 20 ans, on peut même dire depuis les années 80, de nombreuses compagnies ont essayé de faire du low-cost long courrier. Pourquoi ça marcherait mieux aujourd'hui qu'hier? Parce qu'elles ont toutes échoué. Pourquoi aujourd'hui, on est dans ce moment où le low-cost long courrier pourrait réussir? Je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes échoué d'ailleurs, mais bon, on ne va pas refaire toute l'histoire. Nous, lorsqu'il y a 3 ans, on s'est lancé dans la réflexion sur ce sujet du low-cost long courrier. Nous sommes partis de faits, l'environnement dans lequel on travaille. La croissance du trafic, elle est essentiellement portée par les voyageurs loisirs et les VFR, Visit, Friends and Family, and Relative et tout ça. C'est le gros de la croissance du trafic. Bien sûr que les hommes d'affaires, il y en a et qui sont une clientèle très intéressante, mais le gros du trafic, le gros de la croissance, il est sur cette cible-là. Deuxièmement, la technologie, la maturité, la façon dont les compagnies aériennes peuvent réfléchir à ces projets de développement low-cost, long courrier, doit tenir compte, et nous en avons largement tenu compte, de ce qui s'est fait dans le low-cost court courrier. Il y a 30 ans, dans plusieurs réunions, beaucoup de patrons de compagnies ont dit « le low-cost moyen courrier, ça n'existe pas ». D'ailleurs, je vous le dis entre 4 yeux, EasyJet, ils vont déposer le bilan vendredi prochain. On a vu le résultat. Pourquoi? Parce que ces low-cost court courrier
ont développé tout un tas de méthodes de travail, de process, de contrôle de leurs coûts, de contrôle de leurs opérations, extrêmement efficaces. Alors bien sûr, on nous rabâche ces choses en disant oui, mais entre autres, ils ont fait voler les avions un peu plus que les compagnies traditionnelles. Bon, si les compagnies traditionnelles avaient voulu faire voler leurs avions un peu plus, ce n'était pas non plus le bout du monde. Il y avait beaucoup plus que ça. Et quand on regarde donc l'ensemble de ces process, quand on essaye de les dupliquer sur le long courrier, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux sont transposables. Troisième point, je rejoins les propos de Pascal de Izagirre. Je suis content qu'il les tienne et que moi je le fasse. Il faut partir d'une feuille de papier blanc. Il faut partir d'une feuille de papier blanc parce que ça suppose une telle remise à plat de tous les modes de fonctionnement d'une entreprise de transport aérien qui est par ailleurs sous un environnement réglementaire et autres, qu'il faut vraiment partir d'une feuille de papier blanc. Et puis, dernier point, la technologie est là. Il y a des nouveaux avions. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit sur les 321 et autres, mais bon, c'est qu'un détail. Il y a des nouveaux avions qui nous permettent d'être encore plus performants dans la baisse des coûts. Moi, j'ai un chiffre en tête. Quand j'ai regardé tout ça, et modestement, encore une fois, à notre taille, on a estimé que pour être viable et se développer, il fallait qu'un low-cost long courrier soit capable de produire du siège en classe éco, comparons ce qui est comparable, grosso modo 20 à 25% en dessous de ce qui se fait dans les legacy carrières. Chez French Blue, on s'est fixé cet objectif, on l'a atteint. Donc à partir de ce moment-là, ben, ça marche. On est rentré sur La Réunion, on est rentré sur Punta Cana. Tout ça, c'est des choses qui fonctionnent. Pour ces clientèles-là, les gens veulent payer moins cher, veulent avoir le choix et ne veulent pas être maltraités, veulent être bien traités. Quand vous mettez tout ça bout à bout, alors ça ne fera pas tout le marché aérien mondial. Je ne vais pas citer les propos de Willy Walsh, hein, vous les connaissez. On en reparlera. Il y a 30, 35, 40% du marché long courrier qui va glisser vers ces modèles. Ceux qui partent aujourd'hui ont un cran d'avance. Ceux qui regardent passer les trains, mais ils regardent passer les trains. Alors, on est dans ce moment spécial. Est-ce qu'il n'y a pas non plus le fait que les low-cost ont imprimé tellement dans l'esprit du consommateur que le transport aérien doit être ultra abordable, que vous ne pouvez de toute façon pas échapper à ça? Il y a cette pression du consommateur. Mais les clients veulent payer moins cher, que ce soit low-cost d'ailleurs ou dans d'autres secteurs d'activité. Je constate même quelque chose, nous, de ce qu'on a, alors modeste expérience sur les clients de French Blue, ils veulent payer moins cher le prix du transport aérien, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils dépensent à peu près autant pour leur séjour. Parce que l'argent qu'ils économisent d'un côté, ils le redépensent en prestations sol, restaurants, fêtes, tout ce que vous pouvez imaginer. Cette pression, elle est sociétale. C'est le monde d'aujourd'hui qui est comme ça. Donc, la seule chose où on a peut-être gagné, un point quand même de conviction, c'est que il y a eu pendant de nombreuses années, poussé d'ailleurs par des gens un petit peu pas bien intentionnés, on va dire, ce doute sur la sécurité des vols, les low cost, ils font des économies sur la maintenance et tout. Bon, ça c'était totalement bidon. Hein. Les compagnies low cost sont parmi les compagnies les plus sûres aujourd'hui parce qu'elles ont des modes de fonctionnement extrêmement carrés. Et donc, cette idée dans le public, elle est en train de s'éloigner. Nous, on n'a pas de sollicitation en nous disant est-ce que, parce que French Blue est low cost, est-ce que vous n'entretenez pas nos avions? Bon, on a les avions les plus modernes, on vient de mettre en ligne des 350, on continue à en recevoir un au mois d'avril. Bon, donc cette réserve-là, elle est en train de disparaître et elle nous aide. Pierre-Olivier Bandet, quand on est une compagnie traditionnelle, une legacy comme Air France, on regarde ça, on regarde tout ça avec inquiétude parce que forcément on se dit zut, nous on a raté le virage low cost au début des années 2000. On voit que le low cost est en train d'arriver sur le long courrier, c'est-à-dire vraiment ce qui nous reste et ce qui constitue l'essentiel des bénéfices d'Air France aujourd'hui. J'imagine que vous êtes assez inquiet quand vous regardez cette éclosion du phénomène low cost long courrier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on est extrêmement vigilant. Parce que ce que vous dites, je pense qu'on n'a peut-être pas raté. En tout cas, on a mis beaucoup de temps à réagir au phénomène en moyen courrier. Je pense que maintenant, on a avec Transavia quand même un outil, en tout cas sur la France, qui répond bien au sujet et qui en plus fait une année assez extraordinaire. Mais c'est vrai que on a mis 10 ans peut-être à lancer Transavia en 2007. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir ce retard à l'allumage et de suivre vraiment tout ce qui se fait. Donc, pour revenir aussi sur ce qui a été dit par Pascal et par Marc, le low-cost long courrier, effectivement, on ne pense pas que ça prendra sa place. Après, la question, c'est est-ce que ce sera 10, 20, 30%? Ça dépendra aussi de la façon dont les compagnies réagissent, mais on ne pense pas que c'est un phénomène qui va disparaître.
On entend sur Norwegian un peu ce que Marc citait sur des compagnies comme EasyJet à l'époque. Bon, moi je pense qu'effectivement Norwegian va passer sa crise de croissance et quand même il ne le ferait pas, il y aura une autre compagnie qui viendra derrière. Donc on n'est absolument pas dans une situation de se dire ça n'existera pas, c'est pas possible, comme certains l'ont été effectivement au début. Par rapport à ça, Joon n'est pas totalement une réponse, je crois que Jean-Marc Janaillac l'a dit hier, on a choisi volontairement de ne pas se positionner sur du point-à-point, low-cost, long courrier. Cela dit, c'est quand même une compagnie qui a 15% de coûts en dessous d'Air France, qui se positionnera au départ du hub, qui aura l'acheminement par les correspondances, donc il y a déjà un bout de réponse. Ensuite, on a... c'est une sorte de ballon d'essai, pour voir un peu comment ça réagit. Oui, alors bon, c'est vrai que c'est au départ aussi un outil pour lutter contre les compagnies du Golfe, pour repartir en conquête sur des marchés difficiles, notamment sur l'Asie du Sud-Est et sur l'Inde aussi, avec un produit proche d'Air France, mais avec des coûts inférieurs. Mais ça peut aussi servir sur la cabine éco pour offrir aussi des produits intéressants, expérimenter des branded fares comme l'a cité Pascal, donc aussi sur faire un laboratoire qui nous permettra d'adopter certaines des méthodes des low-cost ou de tester certains de leurs mécanismes de fonctionnement. Marc Rochet, vous le disiez, il y a un certain nombre de leviers que vous empruntez au low-cost court et moyen courrier. C'est vrai que l'un des leviers principaux du low-cost court et moyen courrier, c'est la rotation rapide. Ça, en revanche, sur le long courrier, vous ne l'avez pas, ce levier-là. Quels sont vraiment les 2-3 leviers principaux que vous utilisez, que vous empruntez au monde low-cost ? D'abord, je vais revenir sur la notion de rotation avion. Quand on parle d'avion moyen courrier, il y a eu cette innovation, ou en tout cas tout simplement règle de bon sens, des premiers low-cost moyen et court courrier qui ont fait voler au maximum les machines. Vous pouvez très bien faire voler au maximum les avions sur du long courrier. Oui. On a à gérer deux choses, c'est la synchronisation des horaires de vol, et c'est compliqué parce qu'il y a les slots dans les aéroports, il y a de l'encombrement et tout, mais il y a plein de compagnies qui font voler des longs courriers, des longs courriers à 4000, 4200 heures de vol par an et par avion. Il y en a qui font voler 5500, 6000. Bon, voilà une différence. Alors, ce n'est pas la journée, c'est à l'année que ça se compte, mais ça revient au même. Deuxièmement, il faut effectivement revoir tous les autres postes de coût. Alors, souvent, la chose qui nous est lancée, c'est « Ah, ben oui, évidemment, vous payez les gens moins qu'ailleurs et tout ça ». Oui, on a l'impression que le paramètre, c'est un paramètre social, avant tout. Le paramètre, il n'est pas social, c'est un élément du dispositif, mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, la situation des pilotes en Europe est un petit peu tendue, donc il y a un prix de marché du pilote, et donc quand French Blue recrute un pilote, en termes de salaire, on est bien obligé de se mettre quelque part à un niveau. Alors bien sûr qu'on essaye de dire, on est plus jeune, vous n'avez pas la même ancienneté et tout. Ce qu'on essaye surtout de lui dire, c'est tu vas travailler plus qu'ailleurs. Et ça, c'est important. Alors, évidemment, on peut nous reprocher tout ce qu'on veut dans ce domaine, mais il faut savoir que beaucoup de compagnies, j'en ai aucune en tête, n'y voyez pas d'intention détournée, ont laissé la productivité des navigants se détériorer d'année en année et en année. Bon, aujourd'hui, on peut recaler en quelque sorte les compteurs d'utilisation des personnels navigants, compteurs parfaitement réglementés, on ne va pas les faire voler jour et nuit, et obtenir d'eux une plus grande productivité. Bon, vous trouvez 15-20% de productivité, c'est loin d'être négligeable. Deuxième chose, dans tout le projet low-cost, et c'est pour ça qu'on parle d'une feuille de papier blanc, il faut tout remettre en cause, et je vais vous citer un exemple frappant que tout le monde va comprendre. Depuis le mythique et hautement symbolique Boeing 747, la plupart des compagnies aériennes, pour ne pas dire toutes, avaient modifié la structure d'organisation de leurs hôtesses et stewards en termes de travail à bord. Et il y avait un premier pont avec des hôtesses et stewards, un chef de cabine, et il y avait un autre pont avec des hôtesses et stewards et un autre chef de cabine. Et comme il y avait deux chefs de cabine, il fallait un chef des chefs de cabine. Ça s'appelle chef de cabine principal, pour ceux qui ne sont pas loin de notre métier, et vous êtes tous dans cette salle concernée. Quand la technologie, alors j'oublie quelques A380 qui tournent encore dans 2-3 endroits, quand la technologie a fait que... Oui, j'aime pas cet avion, je le dis franchement. Je pense malheureusement qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas non plus en termes économiques. Mais c'est un autre débat. Quand la technologie a fait que les avions les plus modernes ont pris le dessus sur le 747,
Je vais en citer que deux, le Boeing 777, qui est une excellente machine, et la 330, qui sont une excellente machine. On a recopié ce modèle. Chez Air Caraïbes, je ne vais pas mettre mes voisins et mes copains en cause, chez Air Caraïbes, sur un 330 qui n'a qu'un niveau, j'ai des hôtesses et stewards, j'ai un chef de cabine et j'ai un chef de cabine principal. Je ne suis pas arrivé à remettre ça en cause. Un jour, je vais sans doute m'y attaquer, mais aujourd'hui, je n'y suis pas arrivé. On a créé French Blue, on a dit il y a des hôtesses et stewards, il y a un chef de cabine, il n'y a pas le principal. Alors pour leur faire plaisir, on l'a appelé principal, celui qui reste. Ça m'en fait quand même un de moins, ça m'a fait quand même un planning en moins, parce que comme ils sont hiérarchisés, c'est normal, il faut gérer des plannings et tout. C'est une source de complexité absolue. Ça ne change pas la paye de l'hôtesse, ça ne change pas la paye de l'hôtesse. Ça ne change même pas la paye du chef de cabine que j'ai baptisé principal. Ça réorganise le travail. Des exemples comme ça, je peux vous en citer une quinzaine. Pierre-Olivier, vous vouliez rebondir? Ouais, vous avez l'intérêt de comprendre ce qui se passe, quoi. Non, je vais revenir sur l'utilisation avion, même si je partage beaucoup de ce que tu as dit, Marc. Malgré tout, j'ai regardé un peu mes archives. Quand les low cost sont arrivés sur le moyen courrier, les 320 d'Air France, ils avaient 159 sièges, ils volaient 8h30 par jour et ils étaient remplis à 66%, avec en plus des tarifs qui étaient à l'époque très très élevés. Maintenant, les 320 d'Air France, ils ont 174 sièges, ils tournent à 11 heures par jour et on les remplit à 80%. Donc, d'ailleurs, c'est très bien, ça prouve que la concurrence nous a aiguillonnés. Et si on ne devient pas low cost, en tout cas, on peut se rapprocher et aiguillonné par la concurrence, à notre façon, se rapprocher des low cost. Et je pense quand même que le gap, même si ce que tu dis n'est pas faux, en long courrier est moindre. Parce que certes, on peut faire voler nos avions encore plus, mais les compagnies legacy font quand même voler leurs avions de façon assez forte. Et une des difficultés, je pense, pour les compagnies low cost long courrier, c'est la saisonnalité. C'est-à-dire que c'est la saisonnalité, la densité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se rapprocher du 7-7 pour avoir des rotations efficaces en termes de PNC et de pilote. Et ça, je pense, et vous le faites très bien, hein, mais c'est quand même un enjeu aussi pour se développer sur des routes plus petites que les routes Antilles, Caraïbes. Il faut avoir du monde toute l'année. Aujourd'hui, on voit très très bien le modèle low cost long courrier avec des 350, donc avec des avions un peu plus petits que des 777 ou 747 à la Corsair. On le voit très très bien sur des grosses lignes. C'est quand même une difficulté, je pense, d'aller chercher des lignes un petit peu plus fines et aussi très saisonnières. Oui, je suis d'accord, mais je souhaite le présenter un petit peu d'une autre façon. C'est clair, alors on va prendre des chiffres à la hache, hein, mais on va faire simple. C'est clair qu'entre une compagnie qui n'aurait pas évolué, et il n'en reste plus beaucoup, soyons clairs, et un low-cost court courrier, on a souvent dit, on prend les chiffres arrondis, il y a 30% d'économie, de coûts en moins, et donc 30% de différentiel. Le billet vaut 100 €, une personne, gain 30 € pour celui qui choisit ce mode-là. En long courrier, je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Olivier pour dire qu'on n'économise sans doute pas 30%. Mais si on n'économise que 20%, sur un billet qui vaut 300 €, ça fait 60 €. Et deuxième chose, en long courrier, c'est très rare qu'on voyage seul. Alors qu'en court et en moyen courrier, il y a beaucoup de clients qui voyagent seuls. Et donc, vous avez l'effet multiplicateur de la famille. Donc, ce n'est pas 50 €, 30 € sur un billet qui en vaut 100, c'est 60 sur un billet qui en vaut 300. Et si vous êtes 4, vous faites le calcul plus vite que moi. Donc, l'effet coût répercuté dans le pricing, le client, il le détecte tout de suite, y compris sur les low-cost long courrier, même si en pourcentage, la valeur est plus basse. Oui, alors Marc Rochet, c'est vrai que vous dites ça, en effet, ça se répercute sur les tarifs. Et puis, il y a les mauvaises langues, ceux qui regardent un peu, qui regardent un peu le prix des billets de ces compagnies low-cost long courrier, puis qui disent, ben voilà, le prix du billet, plus le plateau repas, plus le forfait bagage, finalement, on arrive à un prix relativement proche d'une compagnie traditionnelle. Est-ce que c'est pas que du marketing et un peu d'enfumage, tout ça? J'espère qu'à midi, je ne vais pas avoir à payer mon plateau repas. Non, mais bon, je vais répondre. Non, mais c'est une critique qu'on vous fait. Hein. Non, mais bon, la critique, elle est tout à fait bienvenue et elle est constructive et elle ne me pose aucun problème. Deux choses quand même. D'abord, les clients, ils veulent avoir le choix. C'est-à-dire que même si je rentre un peu dans ce raisonnement, vous doutez bien qu'après, je vais essayer de m'y expliquer dessus. Le client, il veut choisir. Moi, je suis désolé, il y a des gens qui n'ont pas de bagages, ils n'ont pas envie de payer le bagage. Bon, point.
Alors après, vous allez me dire, ouais, mais vous ne pouvez pas les laisser 11 heures de vol sans manger ou ceci ou cela. Le choix, on a parlé tout à l'heure de NDC, on a parlé, sans doute, le mot a dû être utilisé précédemment, d'ancillaries et tout. Le choix de la composition du prix du billet par le client, c'est un axe commercial, un axe moderne, un axe digital auquel personne n'échappera. Alors bien sûr, en business, vous dites tout est gratuit, c'est facile, vu les prix pratiqués. Deuxièmement, dire qu'in fine, ça revient au même, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, pourquoi? Et je vais vous donner un exemple. Moi, je me base sur des chiffres. Alors, chiffres, chambre de commerce, hein, donc vous pouvez aller vérifier ce que je vais dire. Sur la Réunion, on est rentré au mois de juin. Depuis le mois de juin, l'augmentation du trafic, elle a été de 15% et en mois creux, octobre, 9,9, 10%. Je ne connais pas un secteur marchand qui se développe à ces taux-là si cette croissance n'est pas générée par une baisse des prix. Donc, baisse des prix, il y a eu. Alors qu'après, le jour de pointe, le ceci, le cela, il faille faire attention à la tarification. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je vous dis à tous, professionnels dans cette salle, il faut que vos clients, que nos clients soient des clients avertis. Oui, un prix de billet d'avion le 20 décembre, c'est plus cher que le 9 novembre. C'est clair. Oui, si vous prenez trop de prestations, c'est aussi cher qu'une autre formule. Mais il n'y a pas de débat. Le client doit être averti. Il en a les moyens aujourd'hui par Internet. Et à lui de choisir. Sauf que quand on regarde là où les low-cost se sont développés, la croissance des marchés, elle a été portée que par une seule chose, la baisse du prix du billet d'avion. Donc, baisse il y a. Hein. Moi, j'ai connu, dans un autre temps, Paris-La Rochelle, qui était hors de prix. J'étais chez TAT à l'époque. Hein, et on faisait péniblement 60 000 passagers sur Paris-La Rochelle. Bon, puis un jour, il y a des low-cost anglais qui sont arrivés. La Rochelle, 300 000 passagers aujourd'hui. Vous croyez que ça s'est fait à prix constant? Non, ça s'est fait par baisse du prix du billet d'avion. Pierre-Olivier Bandet, quelle réaction sur ces tarifs, en effet, qu'on déforfaitise au maximum, et puis finalement, on se rend compte que, enfin, on peut se rendre compte, en tout cas, que ça... Oui, c'est vrai. Et tout le monde y vient. Ça fait partie effectivement Ouais. des sujets sur lesquels on va y venir avec June, comme je le disais. Après, ce que vous disiez est vrai aussi, c'est que dans certains cas, quand on décompose quand on regarde effectivement les tarifs, y compris ceux de faire des locations courrier qui sont one way sans bagages, et qu'on rajoute qu'on fait l'aller-retour, les bagages et le plateau, ce qui est quand même le cas de la majorité des passagers, même si je suis d'accord que certains peuvent choisir, mais enfin sur un vol de 8 ou 9 heures, le gars qui dit je mange pas ou je viens avec ma nourriture, c'est quand même relativement rare. Vous retrouvez, quand vous additionnez tout, vous retrouvez des prix qui sont assez proches des tarifs d'appel que les compagnies comme Air France peuvent faire. C'est-à-dire que les prix bas ne sont pas non plus l'apanage ou le monopole des compagnies low cost. Ça, c'est aussi quelque chose que les compagnies traditionnelles ont bien compris. C'est que il faut effectivement, on a une attente des clients pour des prix plus bas. On a aussi une attente des clients pour plus de services et qui sont prêts à payer un petit peu plus. Donc, Marc Rochet. Je ne peux pas laisser passer l'expression « pendant 8 heures, on ne mange pas ». Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est le titre de votre congrès, c'est un monde qui change. Moi, je suis venu en TGV, j'ai regardé aussi ce qui se passait. Donc, des clients qui ne mangent pas pendant 8 heures, alors sauf que quelques cas très spécifiques, ça n'existe pas. Dans les avions low cost long courrier, on a quoi? On a soit des gens qui ont acheté un tarif complet, hein, chez French Blue, ça s'appelle le Smart, dans lequel il y a le plateau repas de façon classique comme tous les autres. Ensuite, il y a ceux qui sont basiques, sur un prix plus bas, mais qui achètent le plateau repas en plus. Peut-être pas la bagage, mais qui achètent le plateau repas en plus. Donc, on est dans le choix. Et puis, il y a ceux qui n'achètent rien, mais qui viennent avec un sac, qu'ils ont un petit sac en papier, qu'ils ont acheté chez Paul. Hein. Chez Paul, il y en a un à la gare du Nord, il y en a un à la gare de Lille, et ils amènent ce qu'ils veulent à bord. Ce mode de consommation, la multiplication des fast-food et tout, il est de toute façon irréversible. Il s'appliquera à l'aérien. Alors qu'en business, le gars, il n'a pas envie de se trimballer avec son sac en papier Paul, ça, je suis d'accord. Hein, mais pas derrière. Derrière, c'est des familles, des gens qui partent en loisirs et qui veulent économiser 20 € parce qu'avec 20 € le soir, à l'arrivée, ils vont faire la fête. Marc Rochet, Ryanair, EasyJet ne vont pas sur ce modèle low cost, long courrier. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais je me dis, ce sont des pros. Ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent en matière de low cost. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour le modèle de ne pas les voir arriver sur ce segment-là? Pas du tout. Non? Non. Je vais même vous raconter une histoire. Il y a des journalistes dans la pièce, donc je fais attention à ce que je vais dire. Mais
Ryanair, M. O'Leary, a été voir un constructeur d'avions il n'y a pas longtemps et il lui a dit je veux me lancer dans le long courrier. J'ai des preuves. Hein. Je veux tant d'avions, beaucoup. Je veux qu'ils soient configurés comme ça et évidemment, je veux tel prix. Airbus, en l'occurrence, a répondu oui. Voilà ce qu'on peut vous faire. Et puis il est retourné. J'ai une idée des prix qu'il voulait proposer entre certaines capitales européennes et les États-Unis, pour rien cacher. Et il s'est fait claquer par son conseil d'administration. Pourquoi? Il était prêt à y aller. Il était prêt à y aller et la commande d'Airbus, elle était quasiment rédigée. Et il s'est fait claquer gentiment par son conseil d'administration. Pourquoi? Parce que le conseil d'administration lui a dit Ryanair, c'est une très belle machine, ça reste la plus belle machine low cost en Europe, on peut dire ce qu'on veut sur leurs pilotes et tout, mais pour atteindre ces niveaux de remise en question des coûts, des process et tout, vous ne pouvez faire qu'une seule chose en même temps. Et à partir du jour où il aurait mis les pieds dans le court courrier low cost dans lequel il excelle et dans le long courrier, il était condamné. Trop de complexité, les pilotes ils deviennent fous, ils veulent tous aller sur le gros avion, les personnels s'en mêlent, et pourquoi moi je vais à New York et toi tu vas à Dublin, et ainsi de suite. Ils y ont renoncé. Moi je peux vous dire une chose, on a regardé s'il y avait des modèles low cost mixtes, court et long courrier. Alors là, oui, tous ceux qui étaient mixtes, ils sont tous morts. Donc je crois au court courrier extrêmement efficace. Il y a des compagnies qui existent, Vueling, honnêtement, je salue le parcours récent. Au début, c'était plus compliqué, mais bon, on ne peut pas réussir tout de suite, de Transavia. Hein. Non, mais soyons clairs, ça marche mieux, et tant mieux, je suis content pour eux. On fait un métier, on n'en mélange pas deux, parce que dès qu'on en mélange deux, on le voit bien dans nos compagnies, ça introduit de la complexité. Complexité, ça veut dire des coûts en plus. Pierre-Olivier, vous vouliez rebondir? Je partage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas, en tout cas, que nous, on se mette la tête dans le sable en disant ça n'arrivera pas ou ce ne sera pas des grosses compagnies. On travaille en tant qu'Air France et je pense des autres compagnies dans l'optique où ce type de compagnie va se développer après, que ce soit Ryanair ou pas, ça arrivera. Vous travaillez dans juste un exemple, ouais. puisque c'est imminent. Alors, il y a des journalistes dans la salle, ils en savent sans doute plus que nous. Vous avez une compagnie, enfin un groupe de compagnies, un IAG en Europe, qui est quand même extrêmement dynamique, riche et performant, bon, pas dans tous les domaines. Ils ont une très belle low cost chez IAG, ça s'appelle Vueling. Ils lancent le long courrier low cost, ça ne s'appelle pas Vueling, ça s'appelle Level. Parce qu'ils ne veulent pas mélanger les opérations. S'ils mélangent les opérations, ils se plombent les coûts tout de suite. Vous regardez ça de près, Pierre-Olivier, ça veut dire vraiment qu'en effet, vous pourriez créer une compagnie low cost, long courrier? On n'en est pas là, à ce stade. Ouais. Comme on l'a dit, on avait le choix. C'est mieux comme ça. Le choix, c'est mieux pour toi. Le choix, puisque ça a été, je ne sais pas si Jean-Marc Janaillac, j'ai beaucoup d'amitié pour Pierre-Olivier et ses collègues d'Air France. C'est vrai. Je ne sais pas si Jean-Marc Janaillac l'a dit hier, mais c'est vrai que l'an dernier, quand on a fait Transform, on a regardé les deux modèles. On a regardé le low-cost long courrier tel qu'on le décrit là, et on a regardé un modèle plus hybride de type Joon. On a pensé que la priorité pour nous, par rapport à l'attention de notre réseau, par rapport à la concurrence des compagnies du Golfe qui est aussi terrible, je ne vais pas trop m'étendre, c'était de lancer Joon. Donc nous, on fait déjà plusieurs choses. On préfère en faire bien et bien terminer ce qu'on fait. Donc on se concentre sur le lancement de Joon la semaine prochaine pour les vols moyens courriers, en mars prochain pour les vols long courriers. Donc on va se concentrer là-dessus. Je pense qu'on a pour l'instant bien fait toutes les étapes de préparation. On va réussir le lancement. On va continuer à regarder. Comme on le dit, Joon pourra servir. On va tester des branded fairs aussi, pas que sur Joon. Donc on va vraiment regarder de très très près ce qui se fait. Mais la priorité, c'est vraiment de terminer notre projet en cours et vraiment de construire brique par brique notre groupe. Marc Rochet, quel est l'avenir de ce low-cost long courrier? Aujourd'hui, je le disais, c'est quoi? C'est 1% du trafic mondial, pas plus? Oui, parce qu'on parle de zéro. Il y a Willy Walsh, le patron d'IAG, qui parle à terme de 40% du trafic long courrier qui serait en low cost. Entre 1% et 40%, vous mettez le curseur? À quel niveau? Plus bas que 40. Deux choses. La première, c'est que bon, tout ce qui est loisirs, éco et tout, c'est 80-85% du trafic mondial. Donc c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la business. Oui.
Bon, on parle de ce marché-là, qui est en croissance. 2 fois, en gros, la croissance économique mondiale. En taux de croissance, c'est fort. Hein, c'est 5, 6, 7% selon les régions et tout. Deuxièmement, et là, Pierre-Olivier l'a dit, je partage ce point de vue, toutes les routes ne sont pas éligibles à ce type d'opération. Parce que, bon, le 321 low cost, là, j'y crois pas trop, moi, personnellement. Parce qu'il faut déjà un avion. Parce que dans un 321 low cost, pourquoi j'y crois pas? Parce que vous avez 2 pilotes devant et vous les payez aussi cher que s'ils pilotent un 350. Dans le 350, il y en a 380 de passagers. Donc, rien que ça challenge les esprits. Donc, je pense que tout ce marché n'est pas éligible au low cost long courrier, qui est basé sur des gros porteurs. Et puis, il y a les saisonnalités, puis il y a des problèmes de droit de trafic. Il y a des destinations en Afrique. Souvent, les Africains viennent nous voir en disant « Vous ne voulez pas ouvrir une route low cost sur l'Afrique ?» Oui, je n'ai pas de droit de trafic. Je ne peux pas y aller. Bon, parce que ce n'est pas encore un monde d'open sky, de ciel ouvert et autres. Donc, finalement, sur ces 80% à la louche de très grosse clientèle mondiale, loisirs et économie, il y en a sans doute que la moitié qui est éligible. Donc, on est aux 40. Et dans cette moitié, si le low-cost long courrier est parti de 0 il y a quelque temps et on grappille 15 à 20%, ça sera déjà beaucoup. Je trouve que c'est des chiffres plus raisonnables. Deuxième chose que je veux dire... Dans quel calendrier? 15-20%, dans combien de temps? 10 ans. Dans 10 ans? Deuxième chose, et là je salue mes collègues d'Air France, le low-cost court courrier a fait un tabac très vite parce que la plupart des compagnies legacy, et je ne mets pas en cause les gens d'Air France qui sont ici, puisqu'ils n'étaient pas là à l'époque, Zoran, Pierre-Olivier, les compagnies classiques legacy étaient dans le déni. Le déni. Moi, j'ai été à l'époque, j'ai eu un parcours assez long chez British Airways. Chez British Airways, ils avaient lancé Go. Je me rappelle très bien d'une réunion du conseil où il a été dit « mais ça ne marchera jamais, on arrête Go, on le vend ». C'est la plus grosse erreur qu'ils ont fait. Ils l'ont vendu à une dame qui s'appelait Barbara Kessani, qui a fait une fortune avec, et qui a revendu tous les slots qu'elle avait à Gatwick à EasyJet. Et aujourd'hui, ils se disent, tiens, EasyJet, il est vraiment gros. Ben oui, il fallait y réfléchir avant. Aujourd'hui, les compagnies, et je salue Air France là-dessus, ne sont pas dans le déni. Effectivement, elles disent, il peut se passer quelque chose, on surveille. Alors, on y répond comme il peut. June, pas June, level, pas level. Mais vous voyez qu'il y a de la réaction. Si je prends les 3 majeures européennes, chez Air France, il y a le projet June. Il est ce qu'il est avec ses qualités, ses forces, peut-être quelques faiblesses, mais comme tout le monde, hein, comme chez nous. IAG réagit avec Level et Lufthansa, enfin le groupe Lufthansa réagit avec Eurowings. On n'est pas dans le déni. Donc ça freinera le développement des low-cost purs, long courrier. Eurowings, ce n'est pas tout à fait du low-cost. Joon, comme l'a dit Pierre-Olivier, son président a dit, c'est autre chose. Level, ça semble être du pur low-cost. On verra comment ils vont grossir. Attendons mardi. Pierre-Olivier? Non, je vais revenir sur un des points de Marc sur le 321 LR pour dire que je partage. Enfin, pour moi, c'est un modèle, mais c'est pas le même modèle que le low cost long courrier, parce que je pense qu'on peut pas atteindre les coûts SKO qu'on cherche en low cost. En revanche, c'est un vrai modèle qu'on regarde aussi, puisque ça peut permettre de faire des liaisons point à point, y compris depuis la province française, hein, puisque contrairement à ce que parfois on nous renvoie. On ne veut pas faire transiter tout le monde par Paris, c'est juste que le modèle de hub, jusqu'à présent, reste un modèle extrêmement efficace pour drainer de la clientèle d'un peu partout, la regrouper quelque part, et c'est vrai que Paris est une bonne place, et l'envoyer ensuite en long courrier. Donc, jusqu'à présent, y compris quand nous-mêmes, on a essayé des Lyon-New York ou des choses comme ça, même avec Delta, on n'y est pas arrivé. Le 321 Neo-LR peut permettre de revoir ce compromis, mais c'est vraiment un modèle différent pour moi du low-cost long courrier. Je pense qu'on n'a pas... C'est effectivement puis pas l'avion est limite quand même. Lui est comme son concurrent, le MAX américain de Boeing. Un 321 Neo Long Range, ça fait sans problème Bordeaux-New York, avec un biclass, 160 passagers et tout. Là-dessus, j'ai aucun doute. Un low-cost, c'est 200 passagers dans l'avion. 200 passagers Bordeaux-New York avec une descente qui commence à Boston où le gars il vous fait descendre au niveau de 140, vous brûlez 20% de fuel en plus. J'ai des gros doutes. Et le MAX, pareil, hein, ce n'est pas un problème Boeing Airbus. Je pense qu'il faudra attendre la nouvelle génération, d'ailleurs que les constructeurs eux-mêmes appellent le MOM, hein, Middle of the Market, pour avoir des vrais moyens porteurs, long courrier, low cost. Marc Rochet, vous êtes distribué comment chez French Blue? On a regardé ces sujets. Ouais. Bon, évidemment, la tentation, c'était de dire on fait tout par Internet et autres. Et puis, on avait quand même l'acquis aussi d'Air Caraïbes, de la puissance de la marque Air Caraïbes dans son implantation. Donc finalement, on est distribué par GDS, on est au BSP.
et on utilise les outils de distribution digitaux qui sont, c'est évident, ceux d'Air Caraïbes. Chez Air Caraïbes, bon, chiffre que j'arrondis à peu près, on fait Air Caraïbes long courrier et régional, tout compris, on fait à peu près 40% de vente en direct, site et mobilité. Chez French Blue, on y rajoute une dizaine de points. Donc on est à 50-50, French Blue, entre le direct et l'indirect. Aujourd'hui. D'accord. Alors ça peut bouger, hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on va bien voir. Mais bon, je compte sur vous pour nous faire avancer. Alors justement, surtout, je ne vais pas vous taxer de 11 €, mais profitez-en. Bon, c'est un peu facile. Alors justement, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce fameux modèle low cost long courrier? J'ai un micro, je me balade. Qui veut prendre la parole? Je fasse ma pub. Vous êtes tellement gros et tellement fort. Alors ici, Guy écrit. Allez, à toi le micro. Monsieur Rocher, bonjour. Moi, ce n'est pas une question, c'est une constatation. Je suis heureux et je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un de brillant et professionnel comme vous qui ne manie pas la langue de bois. Donc, je dis pour une fois au moins, on a eu un langage vrai. C'est passionnant et je vous en remercie. Voilà, ce n'est pas une question, juste une remarque. Merci. Tu es en train de signer un contrat avec lui? J'apprécie, mais je voudrais rajouter quand même quelque chose. Merci, bien entendu, ça fait toujours plaisir. Je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dedans. Souvent, on nous dit, bon, Air Caraïbes, French Blue, votre actionnaire privé et tout, vous êtes une compagnie, vous gagnez de l'argent. Oui, on gagne très bien notre vie, vous êtes performant, vous êtes courageux. OK. Je voudrais quand même dire une chose, et je vous demande à tous d'ailleurs de l'avoir en tête. Nous sommes une compagnie française. Alors peut-être qu'on débordera un peu du marché français, mais on est une compagnie française. Et on s'inscrit dans le transport aérien français. Et je fais partie des gens qui défendent avec beaucoup de conviction le fait que ce transport aérien français, qui pour tout un tas de raisons, hein, ne mettons pas la charge sur une seule compagnie ou sur les opérateurs ou sur les aéroports ou ceci, mais qui pour tout un tas de raisons a connu une chute de part de marché continue depuis quasiment 15 ans, parce que le pays était ankylosé, parce que le pays ne voulait pas se réformer, parce qu'on ne voulait pas se moderniser, en fait, tout ce que vous avez vu. On vient de connaître aujourd'hui un changement politique significatif, et je fais partie des gens qui disent deux choses. Aujourd'hui, toute compagnie française confondue, on doit repartir à la conquête du marché. France, aujourd'hui, compagnie française, tout ce qui touche en France comme client, on n'en fait que 41%. Il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas à 50 ou 60%. Et dans cette reconquête du marché d'origine à destination et arrivée au ND, évidemment en France, nous, on a aussi besoin qu'Air France soit fort, parce que c'est certes un concurrent, je préfère que les clients que vous avez, vous me les envoyez à moi plutôt qu'à lui, mais on a besoin d'Air France fort, parce que c'est le pays qui doit être engagé dans un mouvement dynamique. Alors, merci pour les compliments pour Air Caraïbes, mais pensez au transport aérien français dans son ensemble. Bon, j'ai cité Air France, je ne vais pas citer tout le monde. Hein. Alors, là-bas, un commentaire ou une question, j'arrive. Passez le micro, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Donc je suis Laurent Vialon. Je me permets de poser une question. Alors ça va être plus une question qui va être axée sur le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la multiplication des marques, la multiplication des tarifs, donc par exemple Air France, les tarifs mini, Hop, Transavia, Joon, moins peut-être Air Caraïbes et French Blue, est-ce que vous n'avez peut-être pas peur que le consommateur soit perdu et ne sache plus vraiment s'il achète du low cost, s'il achète du pas low cost? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le consommateur finalement ne sache plus vraiment ce qu'il achète et à ce qu'il peut avoir droit finalement, soit s'il passe sur Air France, s'il passe sur Joon ou s'il passe sur Hop? Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire, mais l'idée c'est savoir est-ce que vous n'avez pas peur de que le marché soit un petit peu confus et ne sache pas vraiment la personne si elle est sur du low cost, sur une compagnie régulière, etc. etc. Pierre-Olivier. Non, c'est une question qui est très claire et qui nous est souvent posée et qu'on s'est posée nous-mêmes. On a cherché à travers les marques justement à donner une indication de clarté. Transavia, c'est le low cost point à point au départ d'Orly. Joon, c'est une compagnie proche d'Air France au hub
de Roissy qui fera du moyen courrier et du long courrier, un peu décalé par rapport à France en termes de communication et du produit vol, mais très proche de la maison mère, avec un code Air France. Hop, c'est le point-à-point France. Donc je trouve que ça se comprend. Après, le foisonnement tarifaire, bon, je pense que ça, c'est pas nouveau dans notre industrie. Bon, sans revenir sur les débats de distribution et autres, c'est vrai qu'il y a un travail, y compris d'ailleurs pour vous, de pédagogie, enfin, et que doivent bien sûr commencer par faire les compagnies aériennes. Je pense que le client comprend qu'il y a des tarifs différents. Je pense qu'avec le temps, il a compris. En revanche, ce qui est très important, surtout avec la multiplication des offres à la carte, c'est qu'effectivement, le client soit très clair sur ce qu'il achète. Et donc ça, c'est notre responsabilité conjointe, que quand il paye un prix, il sache exactement ce qu'il a pour ce prix. Je vais compléter la réponse de Pierre-Olivier, à laquelle je souscris, de deux choses. La première, c'est aussi votre raison d'être. D'expliquer, présenter, donner les différences et tout. Ça, c'est ce qui fait l'honneur, le professionnalisme de vos agences. Et au passage, d'ailleurs, je préfère beaucoup cet argument basé sur votre compétence et votre sens du commerce pour dire aux clients, voilà tout ce qu'il y a et moi, je vais vous expliquer ce qu'il y a, plutôt que l'argument de Serge, alors là, je vais l'égratigner un peu tout à l'heure, Serge Ruedas qui dit, la distribution, oui, vous existez parce que on l'a rendu tellement complexe qu'on a besoin de vous. Bon, je n'ai pas trouvé l'argument très, très choc. Deuxièmement, grâce à Internet et au monde digital dans lequel on s'engouffre, le client, il a les moyens d'être un client averti. C'est compliqué, oui, pas facile à trouver, mais je vais quand même vous dire une chose. Aujourd'hui, vous voulez aller de Paris à New York, je prends une destination où on n'est pas, comme ça il n'y a pas de débat, vous pouvez quand même en un clic, plusieurs clics à 22 heures chez vous, savoir ce qu'il y a dans le marché. Vous voulez acheter 1 kilo de sucre, je vous défie de savoir entre Carrefour à gauche, Leclerc à droite, je ne sais pas quoi l'autre bout, est-ce qu'il y a des kilos de sucre, quelle est la qualité du sucre et quel est le prix. Donc notre métier est devenu transparent. Pas facile, mais il est transparent. Et grâce à vous, on doit pouvoir encore mieux l'expliquer aux clients. Allez, dernière question ici, Jean. Jean Taïbi, donc agence non-Diata. Une question qui est votre filiale Transavia. Vous avez aujourd'hui un moteur qui est bien sûr hollandais, puisque vous l'avez hérité des Hollandais, qui est véritablement pas performant. Pourquoi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de B2B Transavia avec de la gestion groupe, comme un exemple, votre concurrent EasyJet, qui est d'ailleurs très efficace? Ça m'embête de terminer la dernière question par un joker, mais malheureusement, plutôt que de vous dire des bêtises, à part dire que je relayerai la question à mon ami Nathalie Stubler, je ne peux pas vraiment vous répondre sur ce sujet. Mais voilà. Oui, c'est vraiment, ça concerne évidemment Transavia. On n'a pas de représentant de Transavia ici même. Donc, bon, malheureusement, Jean, mais je vous promets que j'en parlerai à Nathalie. On s'appelle toutes les semaines, si pas tous les jours, donc je lui en parlerai, je vous le promets. Bon, en tout cas, un grand merci à tous les deux. Marc Rochet, Pierre-Olivier Bandet, merci beaucoup.